Messieurs et dames, bonsoir. Merci d'être fidèles à votre magazine et surtout ce rendez-vous des décideurs. Ce soir, nous avons encore une fois de plus le plaisir de retrouver la plus grande partie de nos populations devant les écrans pour partager sur des questions d'actualité, des questions politiques avec un décideur. Et comme d'habitude, nous avons un décideur. Il sera question d'analyser plusieurs questions politiques, comme je le disais, au travers de ce numéro particulier de votre magazine. Et nous allons recevoir le professeur Banza Malale. Ce n'est pas une nouvelle tête sur notre plateau, c'est quand même un habitué, mais avec qui on a fait très longtemps sans pour autant échanger autour de plusieurs questions qui d'ailleurs l'intéressent et surtout intéressent sa casquette des décideurs. Il est député provincial élu de Lubumbashi, président de l'APRECO, parti politique, mais également professeur des universités en République démocratique du Congo. Professeur Banza Malale, bonsoir. Bonsoir Eric. Vous allez très bien? Très bien. Ça faisait un long moment qu'on n'a pas été, encore une fois de plus, avec vous sur ce plateau. Quels sont les épisodes qui nous ont échappé? La question est complexe. Qu'est-ce qu'on a raté de vous? Non, c'est pourquoi j'ai dit la question est très vaste. Oui. Si c'est ça l'émission, on risque de ne pas terminer le nombre de temps en disant l'essentiel. Beaucoup de choses sont à considérer par rapport à ça. Est-ce que vous êtes resté au sein du FCC ou finalement les choses ont changé selon l'évolution? On dit très souvent que la politique est dynamique. C'est quoi qu'on peut avoir comme idée fixe de vous sur ce plateau en ce jour? C'est une question à laquelle j'ai déjà répondu, je crois, 2 fois. Par votre micro, vous me l'avez déjà posé. Je suis professeur d'université, je suis docteur en droit. Ce n'est pas gratuit. Donc, je ne peux pas me permettre de poser des actes qui sont dubitatifs. Je suis conscient des actes que je pose, et j'ai toujours dit, pour essayer un peu de mettre les gens bien à l'aise, je suis resté la colonne vertébrale de FCC. Oui. À ce titre, je ne vois pas quelle est cette relation qui peut intervenir pour me faire courber ma taille vers le bas. Je suis debout et regarde droitement là où je vais avec FCC. Voilà. Aujourd'hui, il sera question d'évoquer la question liée aux 100 jours du gouvernement Sama Lukonde. C'était donc hier. On va également, au travers de ce magazine, aborder des questions qui créent polémique. C'est autour du choix des animateurs de la CENI par différentes confessions religieuses en République démocratique du Congo qui n'arrivent toujours pas à trouver un consensus. On va également parler de la loi Tchani. Ça fait grabuge en ce moment sur le plan politique, mais également on va parler de la session parlementaire au niveau de la province du Haut-Katanga. Le contrôle et même la question qui fait aussi bruit, c'est la question de l'IGF. Mais pour commencer déjà, on va aller droit au but. Qu'est-ce que vous pouvez en ce jour dire du gouvernement Sama Lukonde après 100 jours? C'est une question à la fois facile et difficile, d'autant plus que je suis dans la tourba où on joue le rôle des spectateurs en train de jouer sur le terrain, les joueurs avec leur foot. Et nous regardons de l'avant pour connaître qui va marquer et qui ne va pas marquer un but. À l'état actuel des choses, je pense, si je dois être honnête avec moi-même, il y a lieu que l'on précise que 100 jours, c'est peut-être beaucoup, parce que c'est 100 par rapport à 1. 100 jours, c'est aussi insignifiant par rapport à ce que l'on doit faire au regard des enjeux qui sont en face. À l'état actuel des choses, il faut noter que pour que l'on arrive à juger de manière significative le gouvernement par rapport aux actes qu'il pose, il faut connaître les enjeux qui sont en face. Comme pour tous les gouvernements sérieux dans le monde, les enjeux sont au nombre de 3. 1, c'est la sécurité des frontières. 2, c'est la paix sociale. 3, c'est l'amélioration de conditions de vie de la population.
à l'état actuel des choses, par rapport au premier enjeu, celui de la sécurité des frontières, nous pensons que le territoire est malade. Il va encore davantage malade. Ce qui se passe à l'Est semble être une sorte d'épopée. Non, mais ça fait 20 ans que ce qui se passe à l'Est existe à ce jour. Oui, c'est une manière maladroite. On ne va pas charger le gouvernement Sama de tout ce qui se passe à l'Est, alors que ça faisait 20 ans que c'est la même situation qui perdure. C'est une manière maladroite d'analyser les faits si on raisonnait de cette manière. C'est-à-dire quoi? Quand on vient au pouvoir, on se tape le poids de faire mieux, de trouver des solutions là où celles-ci ont manqué. Y a-t-il pas eu d'avancées pendant le 100 jours que Sama occupe la prémature? Ou y a-t-il pas eu des avancées depuis que le régime Tshisekedi est au règne? Malheureusement, vous avez comme l'impression que vous ne voulez pas que je vous donne des réponses. Allez-y, professeur. Quand je parle, vous m'interrompez au moment où la réponse est nécessaire. Oui. Je suis en train de dire ceci. Dès lors que vous venez au pouvoir, il ne faut pas compter le nombre d'années pour que vous puissiez trouver des solutions aux problèmes qui sont sur le chemin. Vous venez au pouvoir avec un défi à relever. Je vais faire mieux que ceux qui m'ont précédé. Mais dès lors que vous venez au pouvoir, on sent que les choses stagnent. On sent qu'on recule davantage. Mais il y a lieu de se poser des questions. Où est votre capacité de faire? Ça, c'est une question. Je ne vais pas entrer en détail. Mais en ce qui concerne la paix sociale, oui, nous vivons dans cette ville de Lubumbashi un drame indescriptible. Les crimes ont terminé leur couleur pour entrer maintenant dans une phase de turbulence difficile à définir. Quand on parle de l'enlèvement des enfants mineurs pour aller leur ouvrir les ventres, en extraire le cœur ou les membres dont on a besoin, les organes dont on a besoin, au profit de l'argent quelque part, c'est quand même inexplicable. Ces événements sont en train de se vivre maintenant. Jamais on n'a vécu ça. C'est comme de la blague, mais ce sont des choses vraies. Est-ce que c'est bon pour les familles? Je dis non. Cette fois-là, on a dépassé les bornes. S'agissant de l'amélioration de conditions de vie de la population, nous pensons qu'il n'y a que vous, peut-être qui êtes en costume, cravate et belle chemise, surtout des belles chaussures. Comme vous, cela ne va pas déterminer... Vous m'avez déjà présenté. Oui. Vous m'avez déjà présenté, c'est suffisant que je puisse être comme tel. Oui. Donc ça ne vaut pas la peine du tout. Je parle de vous en tant qu'homme à micro. Oui. À cause de votre micro, peut-être vous mangez suffisamment bien, mais ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, c'est une calamité. Moi, en tant que professeur d'université, avec un salaire de 2200 $, laissé par Joseph Kabila, aujourd'hui je touche 2 300 000 francs. Quand vous comptez par rapport à la parité sur le marché, c'est 1050 $, quelque chose dans ce sens. Mon salaire est divisé par 2. Si ce n'est que prendre cet échantillon, je pense qu'il y a lieu de dire que nous allons vers le mythe de caverne. Et la tombe pour nous tous est en train de s'ouvrir. Si on ne fait pas attention, si nous ne sommes pas attentifs, si nous ne sommes pas clairvoyants, nous risquons d'être surpris par la mort qui viendra de manière idiote. Voilà, je pense qu'avec l'ensemble de téléspectateurs, on comprend qu'aucune chance vous aviez accordée au gouvernement Sama après les 100 jours. Mais j'aimerais quand même qu'on revienne dans le passé. Vous aviez été aussi conseiller de l'ancien chef de l'État, Joseph Kabila, lui qui a fait 18 ans au pouvoir. S'il faudrait faire le parallélisme entre ces deux administrations, l'administration Tshisekedi et celle Kabila, en tant qu'un ancien gouvernant ou du régime de Kabila, qu'est-ce que vous pouvez ressortir? C'est incomparable, c'est le jour et la nuit. Ça veut dire? Je suis en train d'y répondre. Ça signifie tout simplement ceci.
les gens ne comprendront jamais assez l'administration de Kabila. Pourquoi? Parce qu'il a été tellement élevé en hauteur que ceux qui sont dans les ravins, dans les caniveaux, n'ont pas la perception facile pour définir Kabila à juste titre. Je voudrais vous dire, quand Kabila vient au pouvoir, il s'attelle exclusivement pendant toute la période, pas à des questions à caractère politique, mais il s'attelle plutôt à des questions d'État. Pourquoi? Parce que l'État congolais était totalement malade. Territoire malade, des crises comme celle que nous vivons à l'Est, et cette fois-là par une agression identifiée comme telle de manière formelle, des États voisins comme la Tanzanie, la Zambie, plutôt la Tanzanie, le Burundi, le Rwanda et l'Ouganda, occupent notre territoire à l'Est. La population malade parce que sur le territoire de l'État, on n'était plus unifié, on était plutôt divisés, les uns et les autres se retrouvant être attachés à leurs tendances politiques. On a connu ce qui va déboucher sur la solution de 1+4. Sur le plan du pouvoir, on a connu plusieurs pouvoirs qui opèrent sur le terrain. Oui. Et sur le plan de la monnaie, par exemple, qui est le symbole numéro 1 de l'unification de l'État, on a connu plusieurs monnaies avec un même billet monétaire. Il est accepté à Kinshasa, il n'est pas accepté à Lubumbashi. Il y a à Goma une autre monnaie, ailleurs une autre monnaie. Mais Kabila, quand il est venu, sa plus grande mission, c'était celle de restaurer l'État. Les gens minimisent, hein, parce qu'aujourd'hui, on parle au nom de l'État, on ignore que l'État est une matrice sur laquelle se fondent toutes les activités à quoi nous nous attelons aujourd'hui. Il s'y est attelé. Pour le faire, il a initié le dialogue intercongolais, à l'issue duquel on a trouvé un accord global et inclusif. De l'accord global et inclusif, on a consacré la Constitution de 2006. Et depuis, l'État est remis sur les rails en train de fonctionner. Donc, il n'est pas venu pour jouer aux billes, hein. Il n'est pas venu pour blaguer à la musique. Il est venu plutôt pour faire un travail dont l'État avait besoin. Et ce travail de l'État est un travail important. Il a laissé l'État reconstituer, restaurer son autorité, reconstituer et restaurer. Bref, il s'est même attelé à résoudre un contentieux, celui qui, depuis 1960, c'est lui que l'on a appelé le contentieux belgo-congolais, qui a fait couler Tchombe. Le contentieux belgo-congolais a trouvé des solutions dans l'accord global et inclusif. Les gens citent les termes sans entrer dans la profondeur de religion de leur contenu, valeur et effet juridique. Oui. Et ici, il faut savoir que Kabila n'est pas venu pour faire la politique, il est venu pour faire l'État du Congo. Et il a fait l'État. Tout à fait. On a l'impression que vous êtes le seul à voir ce que Kabila a fait parce que pendant 18 ans de règne, ce régime a été gangréné de la corruption, de beaucoup de choses. Pourtant, quand il faut faire le parallélisme entre le gouvernement Sama, en 100 jours, on a à ce jour plus de 2,5 milliards de réserves à la Banque centrale, alors que 18 ans durant, c'est 850 millions de dollars qui a été laissé. Comment jugez-vous d'abord sur ce point-là. Oui. Aujourd'hui, on entre dans la tradition des milliards. Oui. Notre budget n'avait jamais dépassé 350 millions avant Joseph Kabila. Oui. C'est avec Joseph Kabila que l'on a commencé à citer, en termes de budget, en termes de milliards, notre budget. Et quand Kabila sort, il laisse la réserve de combien? d'1,5 milliard. Oui. Donc, il ne faut pas croire que c'est un monsieur. D'ailleurs, j'entends les gens qui parlent de manière très gratuite que non, Kabila n'a fait que voler, piller et autres. Quelle idée vous avez de la corruption, du pillage, du vol, si je peux, des intouchables, d'une république des intouchables? Non, parce que vous avez utilisé l'aspect économique et financier. Non, vous n'avez pas. Nous, quand nous sommes conseillers, on touchait $1 400.
aujourd'hui c'est x10 pour un conseiller de mon rang. Et le petit citoyen gagne combien? L'élève, le maître de mon élève, il gagne combien? Le professeur à l'université, il gagne combien? Non, laissez tomber cette distraction-là. De dollars, alors que lui-même, le chef de l'État, touche autour de 13 000. Cela a été prouvé par le ministère du Budget. Pardon? Comment un conseil du chef de l'État touchera 10 000, alors que lui-même, le chef de l'État, touche autour de 13 000 dollars? Enfin, c'est que faites les... Non, le chef de l'État, son traitement en termes d'émolument, c'est calculé de manière un peu compliquée. Le chef de l'État n'a pas. Et si vous évaluez ça en termes d'argent, c'est incalculable. Alors, on revient dans ce que nous parlons de l'administration. Donc, à ce jour, vous pensez que Joseph Kabila a rétabli l'État congolais comparativement à ce qu'il a trouvé sur terrain et que, à ce jour, les indices d'espoir par rapport au régime actuel pourraient être, encore une fois de plus, non considérables. J'estime bien, à suivre honnêtement les réseaux sociaux, la quasi-totalité de la population est en train de regretter pourquoi Kabila est parti. Si vous n'avez pas cette appréhension, c'est que vous ne vivez pas au Congo. Sous Kabila, il y a des drames que l'on vit aujourd'hui qui n'avaient pas de place. C'est tout simplement les fanatiques de mauvais goût par ailleurs qui disent le contraire. Mais nous disons, le gaillard, je parle bien de Joseph Kabila, il a fait son travail en bon père de famille, en tant qu'homme d'État. Kabila n'a pas été impliqué dans les danses à caractère politique. Il est allé aux élections par 2 fois. Il est allé se faire inscrire au nom de Joseph Kabila, Kabange, accompagné de sa femme et de ses 2 enfants, à toutes les 2 occasions. Kabila n'a pas trempé ses pieds dans l'activité du PPRD, le parti politique qui s'est attaché chèrement à lui. Comme l'a fait également Tshisekedi, il ne trempe pas ses pieds dans l'IDPS. Non, moi, il y a des comparaisons. Si nous entrons à présenter des faits, nous risquons de glisser vers... Aujourd'hui, sous Kabila, un secrétaire général d'un parti au pouvoir ne pouvait jamais être interpellé. Les Chadar, ils ont fait plusieurs choses, mais jamais interpellé. Mais sous Tshisekedi, on voit quand même que Augustin Kabouya, secrétaire général de l'IDPS, interpellé par la justice. S'il n'y a pas d'abus, et nous allons voir ce que va être l'issue. Je connais les gens comme le... Non, le premier pas, le fait 2 ans d'être interpellé, je connais... n'est-ce pas un pas, une avancée Je connais les gens comme le pasteur Mulunda, oui, qui aujourd'hui est en train de passer ces mauvais moments en prison de Kassapa ici, oui, pour avoir dit de manière subtile une question que l'on n'a pas bien présentée. Mais ici, nous avons les déclarations de ce fameux secrétaire général d'un parti politique qui a fait des déclarations qui ne méritent pas qu'il soit dans la cité. C'est tellement tentaculaire par rapport au soulèvement de la population. Mais sous Kabila, je donne un exemple. Est-ce qu'il y en a eu? Le secrétaire général Chadar, qu'est-ce qui n'a pas été dit? Il avait fait quoi? Qu'est-ce qui n'a pas été dit? Vous êtes tellement très attentif. Un secrétaire général qui demandait même aux sympathisants du parti d'aller frapper le prêtre catholique, d'agresser je ne sais pas qui, ceux qui ont fini du moment, cela n'a pas été... Malheureusement, vous vous adressez à un juriste. Oui. Les faits criminels ou infractionnels sont concomitants, sont instantanés, je voulais dire. Dès qu'on les commet, on les situe dans les circonstances. Oui. En ce temps-là, ça n'avait pas fait couler les salives autant qu'il en est aujourd'hui par rapport à ce que nous entendons sous un accent très particulier. Moi, je trouve que c'est une messe dans laquelle nous ne pouvons pas nous placer aujourd'hui, d'autant plus qu'elle est très complexe. À celui qui a le cœur de bien accepter ce qui se fait, qu'il le fasse. Moi, je peux tout accepter. C'est que, Monseigneur, le cardinal catholique a subi, c'est un crime insupportable. Insupportable. Voilà, je vais vous poser la question pour me donner l'explication. Qu'est-ce qu'un cardinal a subi à la période de Kabila? Du genre, il n'y en a pas eu. Si, il y en a beaucoup d'ailleurs. Merci beaucoup. Beaucoup d'exemples qu'on peut énumérer tout à l'heure. On ne va pas rester sur ça. Et on va le vilipender chez soi à la maison, tel que ce qui s'est scandé. Les paroisses catholiques ont été profanées.
On a jeté de lacrymogènes dans de paroisses catholiques sous Kabila, professeur Banzamanale. Enfin, vous n'allez pas quand même nous dire que vous viviez à l'époque sur une autre planète? Non, j'ai dit d'abord ceci. Oui. Vous parlez de deux choses à la fois. Oui. C'était le cardinal représente l'Église catholique. Non, c'était le cardinal. On ne peut pas dissocier le cardinal de l'Église. C'était le cardinal, par la suite c'est l'Église. Tu sais, le Congo est très vaste. Des scènes pouvaient être vécues. Ça, moi je déplore et je déplorerai toujours. Oui. Mais la personne des cardinals aujourd'hui, le représentant numéro 1, on peut même dire le représentant pour nous, moi je suis pentecôtiste, oui. Le représentant légal de Jésus sur la terre aujourd'hui, en disant c'est pape, c'est le pape. Quand on dit dans notre pays c'est le cardinal, c'est plus proche de la croyance que nous avons, qu'un énergumène se permette pour marcher sur les traces du cardinal, avec un mépris autant qu'on l'a présenté. Il n'y a que ceux de l'autre côté, sur le plan politique, qui peuvent saluer ce comportement. Voilà, merci professeur. Cette page nous permet de rentrer directement dans la situation que traverse le pays actuellement, où les confessions religieuses n'arrivent pas à doter à la République des animateurs de la CENI, particulièrement son président. C'est pratiquement une saga qui s'observe où l'on voit les autorités de nos églises polémiquer au travers de médias, puisque seulement n'étant pas capables de trouver ou d'avoir un consensus autour du choix des animateurs de la CENI. Quelle lecture faites-vous en tant que politique, mais également vous êtes député provincial? Et surtout scientifique. Oui. Et à ce dernier titre que je viens de citer, moi j'enseigne les principes fondamentaux qui sous-tendent la constitution de l'État du Congo, c'est-à-dire la création de l'État du Congo. Oui. Entre autres, le recours ou le retour au consensus comme mode de solution à toutes les crises. Oui. Dès lors que je suis imprégné par cette évidence scientifique, par ailleurs que j'enseigne, que d'aucuns ignorent, quand j'apprends qu'il y a une controverse de l'autre côté, la solution est claire. Et là, je vous donne la réponse en tant que professeur. Allez-y, professeur. Il s'agit tout simplement de la nécessité de trouver un consensus. S'il n'y a pas de consensus, on cherchera le consensus. Trois fois déjà. Même 1000 fois, pourvu que ça vienne. Le consensus est le baromètre de convergence, de consécration des traits d'union entre les différentes considérations. Dès lors que celui-ci n'existe pas, parlant donc du consensus, rassurez-vous, les gens ne raisonnent pas de la même manière. Parce que si on regarde tous dans la même direction, avec la même conviction, rassurez-vous, on s'entendra, comme on le dit, qui se ressemble, s'assemble. Mais dès lors qu'il y a divergence des points de vue, c'est que les intérêts sont aussi controversés. Oui. Et le consensus, pour des raisons d'intérêt général de la population, le consensus est absolument nécessaire. Ça prendra le temps que ça prendra, mais pourvu que ça vienne. Mais il ne faut pas le faire dans la complaisance. Plusieurs pensent qu'il faudrait finalement retourner l'organisation des élections au ministère de l'Intérieur, comme cela est bien clair dans la Constitution. Beaucoup pensent même que c'est pour des raisons d'appartenance tribale que les pères spirituels n'arrivent donc pas à s'accorder. Comment réagissez-vous? Moi, je réagis en disant encore ceci. Je suis professeur de droit administratif. En même temps, il y a la question de la bonne gouvernance. Là où il y a la bonne gouvernance, il y a la démocratie. 2, il y a la transparence. 3, il y a la représentation. 4, il y a l'équité et la justice dans la jouissance et l'exercice des droits de souveraineté de notre État. Mais dès lors que ces éléments ne sont pas remplis comme piliers des actes publics que l'on pose, rassurez-vous, automatiquement et logiquement, il doit y avoir des controverses. C'est-à-dire, nous sommes dans une phase où tout ce qui se fait depuis jusque maintenant est à soumettre à la lumière de principes de la bonne gouvernance. Ça est clair, pour clarifier l'opinion. Oui, enfin, je crois que je m'adresse, pas à tout le monde, je m'adresse à ceux qui ont quelque chose dans la tête.
Parce que sinon, on doit chercher ceux qui ne veulent pas... Selon vous, quels sont actuellement le principe de bonne gouvernance qui n'est pas encore... non, la démocratie, oui. La démocratie Oui. d'abord, requiert, au nom de la constitution que Joseph Kabila a laissée, 3 manches. La démocratie politique, Oui. ça c'est pour les partis politiques. Et ça existe, La conquête du pouvoir. Politique. La démocratie économique, Oui. la démocratie sociale, la démocratie culturelle. Nulle part on fait preuve des définitions de ces concepts qui sont fondamentalement primaires par rapport au chemin que nous devons adopter. De 2, nous avons besoin de la représentation. Quand on parle de la représentation, Oui. que chacun, attaché à une tendance bien déterminée, se retrouve être concerné. Si vous n'êtes pas concerné, vous n'êtes pas représenté, vous penserez toujours que vos intérêts ne seront pas bien gérés. Oui. 3, de la participation. C'est l'affaire de tout le monde. Tout le monde doit participer à la gestion des élections, de manière directe ou indirecte. Dans le cas d'espèce, c'est de la manière indirecte. La participation n'y est pas. 4, quand je parle de l'équité et de la justice, les bons comptes font les bons amis. Essayez un peu de voir la manière dont on a mis en place les structures chargées à gérer le pouvoir judiciaire, c'est-à-dire les cours et tribunaux. C'est de manière visiblement orientée vers une tendance tribale, une tendance ethnique. Et vous croyez vraiment que ce Congo ici, il n'y a qu'une seule ethnie qui doit être nommée à tous les postes? Mais quand les prêtres... Dans la justice, vous êtes dans la justice ou vous êtes dans la généralité? Non, je parle de la justice. Oui. Et même des autres nominations à des postes très différents. Comptez sur 5 ordonnances qui sortent pour nommer les autorités de ce pays. Il y en a combien qui sont des ressortissants des autres provinces? Non, mais quand on a dans ces pays un premier ministre qui vient du Katanga, un directeur de cabinet du chef de l'État venant du Katanga, on a plusieurs ministres du Katanga, je n'arrive pas à comprendre. Mais pourquoi vous parlez du Katanga? Non, non, mais parce que c'est là invisible. Non, pourquoi est-ce que vous parlez du Katanga? Parce que moi, je ne l'ai pas cité. Oui. Le Katanga a combien de tribus? Oui. Le Kivu a combien de tribus? Toutes les autres provinces, nous en avons 26. L'équité et la justice feraient que sur 26 ordonnances, que l'on trouve des ressortissants de 26 provinces différentes. Mais comptez-en. Comptez-en. Sauf si vous ne vivez pas au Congo, ou vous n'êtes pas attentif au moment où les ordonnances sont publiées. C'est une situation alarmante par rapport au déséquilibre qui frise même l'attitude de justice. Aujourd'hui, le catholique, d'ailleurs par définition, quand on parle de ce qui est catholique, c'est ce qui est droit. Mais quand le catholique réagit et dit non, il y a toute une raison à devoir suivre ça. C'est pour l'intérêt du public. Le catholique, les prélats là, à qui on fait allusion, c'est des gens qui n'ont pas de femmes. Oui. C'est des gens qui n'ont pas d'enfants. Leur vie tout entière, ils l'ont consacrée de manière principale, je dis bien à titre principal, pour Dieu. En faveur de qui? En faveur de nous ici, toi et moi. Donc, ici, si le catholique s'arrête et lève ce ton-là, oui, accompagné du protestant pentecôtiste de l'ECC, il faut quand même faire confiance. Même mais si on a l'impression que le catholique ou encore l'ECC voudrait carrément bloquer cette machine ou encore ce processus. Lors de Ronsard Malonda, c'est l'Église catholique également qu'on a vu monter au créneau, écrire au chef de l'État pour ne pas entériner cette candidature. C'est le cas actuellement avec un autre candidat, expert, avec beaucoup d'expérience, qu'on appelle M. Kadima. L'Église catholique refute encore cette candidature, mais on a l'impression que ces deux confessions religieuses voudraient bloquer le processus électoral qui pourrait, à ce jour, nous permettre à bien glisser. Il faut éviter de demander une chose et son contraire. Nous sommes à la 3e génération d'organisation des élections dans notre pays. On a une histoire de manière évolutive. Nous devons nous servir du passé pour éviter
les erreurs qui avaient été commises, de manière que nous partions du mal au bien. Il ne faut pas faire du bien au mal. Donc ici, il faut être quand même logique que l'on comprenne l'Église catholique est comme cette sentinelle qui s'est toujours levée de manière objective contre les organisations qui sont de nature à porter atteinte aux droits du citoyen. Et à ce titre, je pense, ce n'est pas freiner des mauvaises foi. Et nous n'avons pas besoin que l'on y aille trop rapidement pour éviter que l'on fasse le Bukali à Mobichi. Donc le glissement pourrait être éventuellement envisagé aussi longtemps qu'il n'y a pas consensus au niveau de confession religieuse. Mais pourquoi ce revirement? Professeur, vous faites partie du FCC. Vous aviez aussi tant décrié le comportement de l'Église catholique, mais à ce jour, comment est-ce que le FCC pourrait être l'ami fidèle ou encore le plus grand soutien que l'Église peut avoir? Non. C'est quoi qui explique ce revirement? Non, je voudrais d'abord parler à propos de soi-disant glissement. Oui. Ce ne sera pas la première fois pour l'histoire de notre pays. Oui. Déjà avant la colonisation, on en a connu pour 7 ans sur 10, de 1900 à 1908 glissements, prolongation, dûment motivé. S'il y a glissement, parce que les choses ne sont pas... La mise en place de l'administration de la structure que l'on appelle... de la structure des élections que l'on appelle la CENI, s'il n'y a pas une entente susceptible d'assurer la sécurité et la paix, moi je crois que ce que l'on appelle le glissement, ça a toutes les raisons d'être. Ça a toutes les raisons d'être. Oui. À l'état actuel des choses, nous ne devons pas nous inquiéter qu'il y aura glissement. Le glissement ne doit pas être considéré comme un danger. Alors, juste au deuxième volet de la question, on a parlé du revirement du FCC qui, à ce jour, veut s'accaparer de l'Église catholique, pourtant décrié à l'époque de son régime. Il parle de l'Église. Vous ne savez pas que l'Église, c'est un monde de pécheurs. Oui. Quand un pécheur d'aujourd'hui se rend compte qu'effectivement il avait péché et que le lendemain qu'il parte se confesser, le prêtre le recevra avec beaucoup d'enchantement. La Bible le dit avec frénésie. En ces termes, si vous êtes un bon berger, vous avez 100 brebis, une s'est égarée et vous allez laisser le 99 dans le désert. Il n'y a ni pâturage ni eau pour aller chercher cette brebis. La réponse est très claire. Non, vous pouvez me permettre quand même de motiver pour que cette fois-ci... On comprend les brebis égarées. Oui, donc c'est pour vous faire comprendre que l'homme n'est pas parfait. S'il arrive à faire un effort pour se perfectionner, il faut l'encourager. Moi, je pense que cette question ne mérite pas à faire l'objet de comparaison entre le régime passé et le régime actuel. Celui qui est à la barre des accusés, c'est le régime actuel. Voilà, on va aussi changer de cas pour parler de la proposition de la loi Tchani. Je rappelle ici que vous êtes professeur d'université, vous enseignez le droit constitutionnel congolais. Vous aviez quand même toute l'histoire de la constitution de l'État congolais. Les personnes qui proposent cette loi la motivent avec l'idée d'éviter la balkanisation de la République démocratique du Congo par rapport à son histoire et ce voisin. Quel avis vous aviez vis-à-vis de cette proposition de loi? Merci beaucoup. Sur le plan scientifique, on ne peut pas demander à quelqu'un qui fait un exercice mental, un exercice intellectuel, un exercice que l'on va qualifié de scientifique parce que c'est une recherche. Coup de chapeau à M. Tchani. 2. Sur le plan juridique, aucun texte n'interdit à un Congolais, qui qu'il soit, de proposer une loi. Coup de chapeau à M. Tchani.
Mais nous examinons cette question à la lumière de la sociologie politique du Congo. Parce qu'il n'y a pas de loi qui puisse être porteuse des germes de conflictualité et que l'on sache que ces lois-là sont bonnes. D'abord, les gens ne connaissent pas la nature juridique de l'État du Congo. Quand on crée le Congo par des savants, des scientifiques, des génies qui se réunissent à Berlin, il y a 7 problèmes, entre autres, celui de l'identité congolaise. Parce que s'agissant de la définition de la population du Congo, stigmatisant, et c'est stigmatisé noir sur blanc, au terme de l'article 5, que la population du Congo est composée des nationaux et des étrangers bénéficiant d'un traitement égalitaire. Oui. Ça, c'est clair. Donc, la question de l'identité congolaise, c'est une question qui se pose dès les origines de l'État du Congo. Donc, il y a lieu que quelqu'un puisse renforcer ces idées, puisque si vous permettez à cette occasion que nous donnions la matière qui échappe à beaucoup d'analystes, nous disons à ce niveau-là ceci: la question identitaire, elle est différente de la question de la nationalité congolaise. Avoir la nationalité congolaise, c'est une chose. Avoir l'identité congolaise, c'est une autre. Dans l'identité congolaise, on trouve en même temps les nationaux et les étrangers. Et par rapport aux nationaux, c'est ceux-ci simplement qui ont l'exclusivité du pouvoir, enfin du droit, à exercer les fonctions politiques dans notre pays. Et c'est valable. Mais malheureusement, l'identification des nationaux du Congo est complexe. Suivez toutes les limites qui constituent le territoire congolais. Ça avait été fixé stratégiquement en fonction des potentialités naturelles du sol et du sous-sol, sans tenir compte de la population. C'est ainsi que dans toutes nos frontières, vous allez trouver une population qui est à gauche et une population la même population se retrouve aussi à droite, au point où il y a ceux, quand ils se rencontrent, ils parlent la même langue, ils vivent les mêmes habitudes, ils se marient comme nous le faisons normalement, mais quand vous trouvez dans une même famille 2 identités ou 2 nationalités, les mêmes familles, des papas, la lignée est la même. Les uns sont de la nationalité congolaise et d'autres sont de la nationalité, par exemple, zambienne, ou bien burundaise ou rwandaise. Ça devient un problème complexe. D'où, depuis jusque maintenant, la question de l'identification du Congolais est restée une question complexe. Voilà. Mais ici, il ne s'agit pas de la question de la nationalité ou encore de la question de l'identité, mais il s'agit ici de protéger ou de verrouiller certaines fonctions qu'on appelle, entre guillemets, régaliennes en République démocratique du Congo face aux personnes qui devaient en assumer. Oui, tout à fait. La question est légitime. Le problème se trouve... La question de... Parce que l'on ne voudrait pas tomber dans l'ivoirité ou dans la congolité comme plusieurs le pensent, mais il s'agit juste de verrouiller certaines fonctions au niveau politique en République démocratique du Congo. Oui, j'avais déjà dit que la question... Est-ce que cela sécuriserait la République? Y a-t-il un avantage concret par rapport à cette sécurisation de certaines fonctions où finalement ce poste devrait rester ouvert à tout Congolais? Non. Je voudrais m'appesantir en stigmatisant ceci. L'économie de cette question réside au niveau du danger que court l'État si vous avez à la tête un homme à 2 identités. D'autant plus que, en cas de conflit entre les États d'émanation de ces 2 identités, la République risquerait de perdre. Il ne faut pas créer des lois qui sont idylliques. Il ne faut pas créer des lois qui sont imaginaires. Il faut créer des lois qui trouvent l'application sur le terrain. Est-ce qu'on a déjà connu un tel contentieux? Il n'y en a jamais eu. On a qualifié Joseph Kabila de Rwandais. On l'a dit haut et fort. Mais le travail qu'il a fait
Ça l'éloigne totalement de toute acquaintance avec le Rwanda. Joseph Kabila a chassé, a bouté hors de notre territoire l'occupation de celui-ci par l'armée rwandaise. Joseph Kabila s'est éloigné. Vous avez même entendu Paul Kagame saluer le régime actuel parce qu'au moins il est en partenariat avec... Pour Joseph Kabila, cela n'a jamais été prouvé noir sur blanc, mais pour certains Congolais... Non, d'abord, non, c'est pour... font allusion, à l'instar de Moïse Katumbi. L'on pense d'ailleurs que cette loi viserait finalement Moïse Katumbi pour qu'il ne soit plus le prochain candidat je suis avocat, je ne m'empêcherai pas de porter la toge au jour que viendra la question de pouvoir discriminer Moïse Katumbi. Oui. Il a été à la tête de cette province, la grande province du Katanga. De toute la gestion qu'il a posée, enfin de tous les actes qu'il a posés sous son administration, on ne l'a pas vu faire un travail au détriment de la province du Congo. Donc la province du Katanga, une province du Congo. Oui. Il a tout fait en faveur de notre province. Donc je ne vois pas que cette question puisse le concerner comme d'aucuns pensent. Si, subtilement ou de manière philistine, Moïse Katumbi est stigmatisé là-dedans, rassurez-vous, le professeur Banza Malale Makuta Gabriel, dans ma qualité d'avocat, je ne manquerai pas de porter la toge, même prodéo, pour aller défendre la cause de Moïse Katumbi. Voilà, nous allons chuter. Le temps pour nous de rappeler aux téléspectateurs que nous sommes accompagnés d'étudiants de différentes institutions de la ville de Lubumbashi. On pourrait prendre deux questions de deux étudiants qui seront adressées au professeur Banza. Mais on va chuter avec l'Assemblée provinciale, vos activités, surtout la reprise de la session. Mais on a d'abord, au-delà de tout ce que vous pourrez nous donner, de la santé de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, on a l'impression qu'il y a conflit d'intérêts entre l'Assemblée qui a le devoir d'exercer aussi les fonctions de contrôle sur l'exécutif provincial et l'IGF qui finalement vole la vedette à plusieurs assemblées provinciales de la République démocratique du Congo. Merci beaucoup. Heureusement, vous soulevez une inquiétude à caractère administratif qui met encore au passif du régime actuel ce dysfonctionnement qui ne rentre pas dans la logique de la bonne gouvernance. Non, mais parce que l'on constate que les assemblées provinciales sont tellement complaisantes, il n'y a rien qui est fait, et finalement, l'État continue à perdre des milliards de dollars. Louzolo Bambi, votre collègue, en son temps, l'a dit. Pas mon collègue, mon chef. Oui. En son temps, il l'avait dit. C'était une question que l'on discutait avec lui. Mais avec l'IGF, on sent quand même que l'État récupère. Oui, mais enfin, il faut faire des choses de manière ordonnée. Oui. L'État est subordonné à des normes. Son administration est subordonnée à des normes qu'il faille bien respecter. Il ne faut pas que l'on donne l'impression de créer des milices, des milices administratives, des polices qui sont en train d'inquiéter, de déstabiliser tout le monde. Le besoin de l'État n'est pas là, aujourd'hui là. Le besoin de l'État, c'est celui, d'instaurer l'état de droit. Malheureusement, la définition de l'état de droit n'est pas appréhendée de la même manière scientifique comme ce que nous connaissons. L'état de droit, c'est pour résoudre le contentieux belgo-congolais. Pourquoi le contentieux belgo-congolais? Parce que oui, suivez-moi. Oui. Parce que à l'époque, il y avait deux composantes, la composante politique et la composante apolitique, mais avec la déclaration de l'indépendance en 1960, la composante apolitique a disparu pour laisser la place à la composante politique. Et c'est ça le conflit entre la nation, l'État congolais, avec les puissances qui sont appelées à venir investir ici. Elles ont des droits, lesquels droits ne sont pas respectés. Donc l'État est attaché aux droits fondamentaux, de l'homme que tu es, 3, de la nation que nous sommes nous tous, et 4, et 3 plutôt, des étrangers. L'état de droit, c'est d'abord là-bas. Il y a un système d'administration qui doit être séparé
entre l'administration politique administrative et l'administration technique, laquelle administration technique était autrefois confiée dans le Katanga notamment au comité spécial du Katanga et dans le Kivu ou les Grands Lacs, c'était le comité national du Kivu qui ont disparu. Merci. Donc, non, suivez, c'est important. Oui, professeur. Très rapidement, parce qu'on n'a plus le temps. On doit accorder la parole aux étudiants. Merci beaucoup, parce que nous devons entendre aussi les étudiants. Voilà, on va prendre M. Djouma, étudiant de la faculté de droit à l'université de Lubumbashi, jeu 2. Et il est non-voyant, il est aveugle. Il est non-voyant, voilà. Il faudrait apporter cette précision. Oui. Le micro, aidez-lui à tenir le micro. Rapidement, on n'a pas assez de temps. C'est pour qu'il fasse quoi? Poser la question. Merci beaucoup. Je ne sais pas si c'est une question ou une objection, ou même une conclusion après tout ce que l'éminent professeur venait de nous dire. Nous sommes juste en train de réaliser que nous sommes en train de virer malheureusement pas dans le bon sens, parce que tout ce que l'Église catholique a décrié sur Joseph Kabila, c'est la même chose que l'Église catholique décrit aujourd'hui sur Félix Tshisekedi. Et de ceci, la signification du sens du berger et de la brebis et la désignation des acteurs de la CENI, personnellement, je pense que l'Église catholique ne s'est pas opposée à M. Béni Kadima, loin de là. L'Église catholique s'est opposée au processus de désignation de Béni Kadima. Il faut bien le préciser. D'où, par conséquent, je me souviens même, après que le professeur ait conclu son cours, moi je me suis dit, le Congo n'a pas un problème de volonté, le Congo a un problème de consensus. Merci. Une autre question? Il y a une question? Il y a une question? Voilà. On peut avoir le micro. Je pense que Djouma n'a pas pratiquement posé de questions. Un commentaire sur ce propos? Non, je n'ai pas de commentaire. Il a dit une quintessence qui mérite de faire l'objet d'une religion à faire valoir. Oui. Merci, professeur. On va terminer cette émission. On va terminer l'émission. Un mot de la fin? Un mot de la fin. L'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, vous n'avez finalement parlé pas de ça? Et j'ai simplement un message, celui de réconfort à la famille de notre cher ami, le gouverneur Jean-Claude Kazembe, qui vient de nous quitter dans des conditions qui jusqu'à aujourd'hui demeurent insolites. Nous estimons que les autorités de la province vont prendre la charge dans leur cœur pour s'occuper de la veuve et de la famille. Alors, paix à l'âme de l'ancien gouverneur, l'honorable Jean-Claude Kazembe. Merci à vous, professeur Banza, d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci également à l'Assemblée qui nous a assistés. Mesdames, Messieurs, on se retrouve très prochainement. Ça sera le samedi prochain avec un autre décideur. Pour aujourd'hui, nous terminons cette émission avec beaucoup plus de conscientisation face à la maladie de la Covid-19. Protégez-vous, la maladie existe. Mettez votre casque, votre cache-nez, respectez la distanciation et surtout, n'oubliez pas de laver vos mains. On se retrouve prochainement pour un nouveau numéro particulier de votre magazine Les Décideurs.